Une auditrice très fidèle qu'on avait reçue d'ailleurs plusieurs fois, qui s'appelle Nathalie Cricorian du Roncey, qui m'écrit, elle dit: sans l'armée, la France ne parviendra pas à gagner la bataille contre le narcotrafic et l'islamisme par extension. Le problème, c'est le courage politique nécessaire qu'il faudra pour imposer une décision en rupture avec le politiquement correct, d'une culture de la tolérance fondée sur l'idéal philosophique humanitariste et non pas humaniste, d'une gauche culturelle idéologiquement encore dominante. Pour aboutir à un changement de régime en politique, la bataille est toujours d'abord idéologique. C'est intéressant d'entendre de ce point de vue, parce que effectivement c'est une fausse bonne idée. Oui, mais les fausses bonnes idées, moi j'en ai assez des fausses bonnes idées, parce qu'il n'y a pas de vraies bonnes idées peut-être. Ouais, voilà, moi je veux que ça. Oui, d'accord. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous employez les gros moyens, bien sûr. Oui, mais l'armée c'est autre chose. On en est là. On en est là. En fait, on en est là. C'est ça que vous êtes. Oui, pardonnez-moi, Georges. Non, oui, mais ça, donc, pas. Le bonheur personnel que vous vivez actuellement vous égare. Vous égare. Le mariage qui arrive, vous fait naviguer sur un petit nuage. C'est terrible, Pascal, c'est que... Bon, et on va parler de l'Iran dans une seconde. Sujets, que ce soit l'agriculture, Eugénie que ce soit Bastier, la sécurité, que ce soit la lutte contre le narcotrafic, ça exigerait des mesures fermes, une remise à zéro, des nouvelles lois probablement, en tout cas une énergie et un changement de cap qu'on ne verra pas venir avant au moins plus d'un an. 1 an et 4 mois. Et je pense que la France n'a pas le temps d'attendre. Et c'est ça qui est dramatique, c'est-à-dire que nous n'avons... il n'y a pas de pilote dans le navire au moment même où la tempête est la plus forte. Et ça, c'est absolument on a quand même dramatique. créé un parquet national anti oui, bien sûr. Après, il faudra voir les fruits. On a quand même créé des choses récemment, il faut le reconnaître. Ça. Gérard Darmanin a fait un travail... fait quand même mais je passe dans tous les domaines, il faut changer de logiciel. Si demain... Parce que la politique, c'est du symbole. Si le bâtiment d'Orange, vous mettez 300 militaires devant, ah oui, évidemment, en permanence, croyez-moi, ça change en fait. Ça change. C'est ça de faire de la politique, me semble-t-il. Mais bon. Alors, l'Iran est en train... Alors, on a tellement dit que l'Iran pouvait tomber qu'il faut être quand même d'une très très grande prudence. Bon, manifestement, ce qui se passe en Iran est la crise la plus importante peut-être depuis 1979. Il y a eu des grosses manifestations, il y a eu quelques moments où il y a eu des grosses manifestations. C'est la cinquième. C'est la cinquième. Bon, on a... Si je peux me permettre, oui, Eugénie Bastier. C'est que ces manifestations, aujourd'hui, il y a une espèce de volonté de faire revenir le fils du chat, Reza Pahlavi, qui son nom est crié dans les manifestations, dans une espèce d'alternative au pouvoir qui se dessine. D'ailleurs, il va rencontrer Trump lundi, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, ce qui est vrai, c'est que à chaque fois qu'il y a eu ces manifestations, il y avait la question de la transition, c'est-à-dire dans quelle main allait tomber le pouvoir. Est-ce qu'une transition démocratique? Là, la personne du petit-fils du chat d'Iran, fils du chat d'Iran, Reza Pahlavi, incarne cette opposition et pourrait peut-être incarner cette transition. Et donc là, il y a une sorte d'alternative qui se dessine, qui rend plus crédible un renversement, je trouve. Enfin, en tout cas, c'est la première fois que je sens ça dans ces révolutions iraniennes qui n'ont cessé effectivement ces 20 dernières années, parce qu'il y en a eu très très régulièrement. Et on remarque une nouvelle fois que toute la gauche s'était bien trompée sur le pouvoir, que Libération avait salué l'arrivée de l'ayatollah Khomeini une nouvelle fois, que nous-mêmes nous avions accueilli à Neuf-le-Château. Non, surtout ils avaient dit que c'était une manifestation contre la vie chère. Oui. C'était vraiment, c'était d'abord des causes économiques. Vraiment, le président Giscard d'Estaing avait mis un avion à disposition pour amener l'ayatollah à Téhéran. Le président Giscard d'Estaing. Il y avait un aveuglement collectif et général. Oui, collectif, c'est toujours collectif. Quand c'est la gauche, c'est collectif. Non, là, c'était il y a des gens, en fait, il y a la droite et la gauche. Oui, c'est que là, il n'y a pas d'aveuglement, c'est ce qui se passe. Bien sûr. Les pendaisons. Et la mère du futur, peut-être, chef d'État iranien, Faradiba, la dite la Chabanou, est toujours de ce monde. Je crois qu'elle habite dans le 16e arrondissement. Et chez elle, avec El Kabash et le Reza Pahlavi, qui était venu il y a 2 ans ou 3 ans à Paris, j'étais encore sénateur. Il voulait être reçu au Sénat. Personne ne voulait le recevoir. Non, c'est dangereux, c'est compliqué. Ah bah la classe politique française. Je l'ai reçu, Reza Pahlavi. On a sympathisé. Et le lendemain, on est allé chez sa mère avec Jean-Pierre El Kabash, parce qu'il était très proche d'El Kabash. Moi, j'aime beaucoup ce prince Pahlavi. Alors, je lui ai posé la question. Je dis, mais on dit beaucoup que vous êtes le fils de votre père, et ça gêne un peu certains soutiens. Il m'a dit, je prends l'engagement, si je reviens à Téhéran, d'organiser un référendum pour demander aux Iraniens s'ils veulent rester en république démocratique, laïque,
ou revenir à la monarchie. S'ils choisissent la République, je m'effacerai. Et moi, j'ai tendance à lui faire confiance. Mais là, le peuple a besoin de nous. Mais écoutez il faut que la France monte au créneau. Mais c'est ça, il faut que la France monte au créneau. On a parlé la semaine dernière du droit international. Là, les peuples crient dans les rues « mort au dictateur » et c'est cela l'insoumission. Bon, écoutez Emmanuel Razavi, il était ce matin sur Europe 1 à 7h10. Il est grand reporter et spécialiste de l'Iran. Écoutez ce qu'il disait sur l'antenne d'Europe 1. Les manifestations battent leur plein, contrairement à ce que j'ai pu entendre dire d'ailleurs par certains experts sur le service public. Des manifestations comme celle d'hier, on n'a jamais pu en voir depuis 47 ans. Les Iraniens n'ont plus rien à perdre, c'est ce qu'il faut comprendre. Cette révolte des Iraniens, elle puise ses racines, si vous voulez, très très loin, il y a des années en fait en arrière. Vous savez qu'au mois de juillet dernier, il y a une étude qui est sortie, Dimitri, publiée par la Fondapol en fait en France, réalisée par l'Institut Gaman, qui analyse les tendances en fait de l'Iran. 81% des Iraniens ne veulent plus entendre parler de république islamique. À cela s'ajoute un ensemble de choses. Les Iraniens, ils sont en rupture avec l'islam politique. Ils le supportent depuis 47 ans. Il y a eu en fait un appel du prince Reza Pahlavi qui se positionne comme le leader de l'opposition, monarchiste, mais aussi libérale, démocratique, et qui vit en exil à Washington, qui a demandé il y a 48 heures aux manifestants de scander un certain nombre de slogans, de descendre massivement en fait dans la rue, et ça a marché. Son pari est réussi, son test est réussi. Il a été libéré hier. Emmanuel Razavi, grand reporter sur l'antenne d'Europe 1 tout à l'heure. Je vous propose de voir une séquence que vous allez décrypter avec nous, puisque les manifestants iraniens crient à mort, à bas le dictateur. Regardez, écoutez également pour ceux qui nous écoutent sur Europe 1 cette séquence. Mort au dictateur. Pourquoi vous dites que c'est sous les radars depuis 15 jours ? Je trouve qu'on a beaucoup parlé du Venezuela à juste titre, on parle beaucoup de l'Ukraine à juste titre, mais je trouve qu'on ne parle pas assez de l'Iran, ça fait 15 jours. J'ai vu la France Insoumise, ils disaient que c'était la vie chère. Oui, c'est ça, oui. Ouais, les gens manifestaient pour la vie chère. Ils manifestent pour la taxe Zucman. Mort au dictateur. Les gens sont dans la rue, crient mort au dictateur, et la traduction de Jean-Luc Mélenchon et de ses amis, c'est manifeste pour la vie. Non, ils réclament la taxe Zucman, vous n'avez pas compris. Comment ? Ils réclament la taxe Zucman. Oui, c'est ça. Non, mais je vous assure. Non, mais ce qui est incroyable, et ça arrive, ce serait formidable, c'est une révolution qui part du peuple, qui part du bas. On n'est pas un changement de régime imposé par Washington ou par une intervention armée étrangère. On aurait un changement de régime qui viendrait du peuple, qui viendrait de la révolte des Iraniens eux-mêmes et des Iraniennes, bien sûr. Et ce serait vraiment un signe fort envoyé aux dictateurs du monde entier. Mais c'est-à-dire que si l'Iran tombe, ce régime-là, des mollahs tombe, c'est la face du monde qui est changée. C'est-à-dire que ça change énormément par rapport à Israël, par rapport au Hezbollah. Il faut quand même rappeler que le peuple iranien est un peuple extrêmement éduqué, avec une histoire très longue, une culture exceptionnellement féconde, et que beaucoup d'Iraniens en ont ras-le-bol de ce régime archaïque qui n'est pas en adéquation avec la société iranienne, qui est une société extrêmement éduquée. Même les femmes sont très éduquées. Les femmes font des études en Iran. Simplement, elles n'ont pas le droit d'aller travailler après, ou elles sont obligées de se voiler. Et donc, il y a un décalage total entre la liberté et l'éducation de ce peuple et ce régime complètement archaïque qui est complètement dépassé. Régime archaïque dont les dirigeants. André Valény. J'ai beaucoup d'amis iraniens. J'ai passé d'ailleurs le réveillon avec 2 couples d'amis iraniens. Et mon plus proche collaborateur pendant 20 ans est iranien. Il faut savoir que les mollahs qui dirigent le pays, qui dirigent l'Iran, la petite nomenclature de 200 ou 300 personnes, sont riches à milliards. Ils ont de l'argent placé aux États-Unis, en Suisse. Leurs enfants font des études en Angleterre et aux États-Unis. Et eux, avec leur turban, pratiquent un islam totalement archaïque, médiéval. Mais ils sont riches, ils ont détourné un argent énorme. Ils ont saigné le peuple. En plus de la dictature politique, ils ont saigné économiquement l'Iran et ils ont placé leurs économies à l'étranger et leurs enfants font leurs études à l'étranger. Et ils demandent là des visas pour quitter. C'est un des signes, des signaux faibles qui fait dire que le régime pourrait tomber. C'est que beaucoup de dignitaires ont demandé de quitter le pays et demandent des visas. Et ont demandé, je crois, des visas en France, paraît-il. Mais j'espère qu'on leur donnera pas de visas, ce qui serait quand même le comble. Alors,
Autre actualité, Crans-Montana, toute la Suisse est appelée ce vendredi à rendre hommage aux jeunes victimes de l'incendie d'un bar qui a endeuillé la station de ski de Crans-Montana. Vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, il y a une image bouleversante d'une mère de famille qui a perdu son enfant de 16 ans et qui chante avec son mari la chanson qu'il chantait en voiture avec son fils qui a 16 ans. Je vous assure, c'est absolument déchirant. Je ne vous montrerai pas cette image, mais elle est absolument... Il y a une mère qui a perdu 3 enfants. Il y a une mère qui a perdu 3 enfants. Je crois, oui. C'est ce que j'ai vu. Mais il me semble, hein, on avait parlé au Figaro, mais qu'il y a une famille qui a perdu 3 enfants, oui. Et ce qui est... Alors, il y a effectivement les gens qui sont morts, et il y a les blessés, et les blessés brûlés, c'est très dur, très rude. Donc, bien sûr, et c'est épouvantable, évidemment, ce qui s'est passé, qui montre à la fois la fragilité de la vie, la rudesse de la vie et l'horreur, disons-le, de la vie. Alors, le profil des Français, il y a 9 Français qui sont décédés. Vous voyez le sujet de Nicolas Roge. Elle s'appelait Siane. Elle est l'une des 9 victimes françaises qui ont trouvé la mort dans l'incendie. Cette jeune femme de 24 ans, née dans l'Hérault, travaillait dans le bar le soir du drame, tout comme Mathéo. Âgé de 23 ans et originaire du Maine-et-Loire, le disque jockey de la soirée a péri dans les flammes. Le tragique incendie a brisé de nombreuses familles. Giovanni, père de 2 enfants âgés de 3 et 5 ans, n'a pas survécu. Il y a 3 ans, le Vosgien s'était installé en Suisse. Il travaillait dans le casino de Crans-Montana. Parmi les disparus figurent de nombreux mineurs. Noah avait 14 ans au moment où il a perdu la vie. Le jeune adolescent, passionné de football, avait rejoint une équipe à Genève en 2022. Noémie a également succombé à ses blessures. Cette étudiante toulousaine de 26 ans était venue faire la fête avec son amie Pauline. Cette dernière fait partie des 23 Français qui ont été blessés. Parmi eux, le joueur de la réserve du FC Metz, Thaïris Dos Santos, a été grièvement blessé sur 30% du corps en portant secours à sa compagne. Les 2 conjoints ont été admis en soins intensifs, le premier en Allemagne, le second en Belgique. Hugo, un autre joueur de football âgé de 19 ans, était venu faire la fête avec son ancien coéquipier du FC Metz. Il souffre de brûlures au 2e degré aux mains et au visage. Après la Suisse, la France est le pays le plus touché par le drame de Crans-Montana. Et c'est toujours difficile de commenter, que dire derrière la douleur de ces familles, sinon s'intéresser à l'enquête, et c'est ce qu'on va faire à l'instant. C'est étonnant quand même. Il a fallu pratiquement 10 jours pour que la justice se décide à les auditionner, à leur notifier d'éventuelles charges. Marine Lançon me dit que vous parlez bas. Et, non, je dis que c'est ce qui me surprend au regard de nos procédures, hein, c'est qu'il a fallu pratiquement 10 jours pour que la justice enfin les entende. Je crois que c'est aujourd'hui. Non, elle les avait entendus. Oui, alors ils seront entendus par la justice, j'entends, par la justice, par les juges. Oui. C'est-à-dire que j'ai effectivement, ils vont être entendus, pour être clair, auditionnés à Sion, et effectivement aujourd'hui pour la première. Pour être clair, chez nous, évidemment, une affaire dramatique comme celle-ci aurait entraîné l'ouverture d'une information immédiatement par le parquet, une mise en examen, on a rectifié les charges, à minima un contrôle judiciaire. J'ai vu qu'il y a des avocats qui demandaient des mises en détention. Et là, on a vraiment pris son temps, quoi. C'est ça qui me surprend. Bon, l'enquête avec Vincent Farandez. À Crans-Montana, l'enquête se focalise sur la sécurité du bar Le Constellation. Cet avocat de 4 familles de victimes s'est procuré une vidéo promotionnelle de l'établissement. Il y pointe des irrégularités flagrantes. Alors qu'il y a cette mousse, partout vous avez le risque que ça s'enflamme. Comment c'est possible qu'on ait laissé un tel établissement avec une mousse au plafond? Selon l'enquête, le drame aurait effectivement été provoqué par ces bougies. Mais il reste désormais à déterminer si les travaux réalisés en 2015 étaient aux normes. Les matériaux utilisés étaient-ils autorisés? Quelles étaient les issues de secours et les moyens d'extinction? Dans la ville, la colère monte. Le fils de cette habitante avait déjà pointé du doigt le risque potentiel de l'établissement. Lui, il m'a dit, en tous les cas, j'espère qu'il ne se passera jamais rien de grave là-dessous parce qu'on va être pris comme des rats dans une souricière. Cette semaine, la commune a reconnu que le bar n'avait pas fait l'objet d'inspection depuis 2019. Un manquement qui interroge, mais ce n'est pas la seule zone d'ombre. Comment il est possible qu'on ait fait tous ces travaux sans que personne ne s'inquiète de l'agrandissement des locaux, du rétrécissement des escaliers? Il y a des zones d'ombre sûres, mais comment est-ce qu'on a pu... alors que, semble-t-il, des contrôles de police sont intervenus, ne pas se montrer stricts quant à l'exploitation d'un des plus grands établissements de Crans-Montana. Les 2 propriétaires du bar doivent être entendus ce matin. Si un acte d'accusation est émis, ils risquent jusqu'à 20 ans de prison.
Moi, j'ai entendu le président de Crans-Montana dans la fameuse conférence de presse et lui regrettait sans doute de ne pas avoir fait les contrôles. Oui. Mais si tout était en règle, effectivement, si les propriétaires étaient en règle vis-à-vis des lois suisses, qu'est-ce que vous pouvez, comment vous pouvez agir sur un plan pénal? Le parquet a retenu des chefs de mise en examen, en réalité, homicide involontaire, négligence, etc. Dans notre procédure, normalement, on notifie, même s'il y a présomption d'innocence. Oui, mais vous ne répondez pas à ma question. Quand le président de Crans-Montana dit lui-même, on a fait... Oui, mais lui-même dit on a fait des erreurs, nous. C'est-à-dire que lui-même se met en accusation en disant c'est de notre faute. Et vous aurez certainement des procédures de type administratif pour la mise en responsabilité, peut-être même pénale, du conseil municipal de Crans-Montana, qui n'a pas fait ce qu'il devait faire au niveau des contrôles de sécurité, ce qui n'empêche pas la responsabilité individuelle des gérants au pénal qui ont utilisé des matériaux inappropriés, etc. L'un n'est pas exclusif de l'autre, si vous voulez. Alors aujourd'hui, c'est une journée d'hommage. Le président de la République, je crois, sera présent. Emmanuel Macron. 25 Français ont été blessés dans ce drame. C'est, selon le dernier décompte, un total de 83 blessés demeurent à ce jour hospitalisés en Suisse, mais aussi dans des services de grands brûlés en France, en Italie, en Allemagne et en Belgique. Les 40 personnes, dont 20 mineurs décédés dans l'incendie de ce bar, ont été tous identifiés. Et la police a dénombré au total 21 Suisses, donc 9 Français, dont une franco-suisse et une franco-israélo-britannique, 6 Italiens, dont un Italo et Émirati, une jeune femme belge, une jeune femme portugaise, un Roumain, un Turc. Donc c'est un drame absolu que ce qui s'est passé à Crans-Montana. Journée d'hommage à partir de 13h45. L'heure est au recueillement, à la veille d'une journée décrétée de deuil national en Suisse. C'est à 13h45 à Martigny que débutera la cérémonie d'hommage aux victimes. Au programme, lecture, gestes symboliques, interventions musicales et discours officiels. La cérémonie se déroulera en présence des familles, de 37 délégations étrangères et du président français Emmanuel Macron. Une présence que beaucoup jugent indispensable. C'est en effet le peu de choses qu'on peut faire, mais c'est quand même très important. Ces pauvres enfants n'auraient jamais dû subir ce qu'ils ont subi. La cérémonie sera retransmise au centre de congrès de Crans-Montana. Mais tous n'ont pas pu obtenir de place. Parmi eux, Fitzamon, résidente de la station depuis 20 ans. Difficile pour elle de retenir son émotion. On aurait bien voulu être là aussi. Notre cœur est avec toutes les familles, avec tous ces jeunes qui sont partis beaucoup trop tôt. Et donc voilà, on sera toujours avec eux. Pour permettre au plus grand nombre de se recueillir, 2 écrans géants ont été installés en plein cœur de la ville. À 14h, les cloches sonneront dans toute la Suisse, avant qu'une minute de silence ne soit observée dans tout le pays. Et beaucoup de gens ont découvert une pratique qui existe, paraît-il, dans toutes les boîtes de nuit. C'est lorsque on commande une bouteille de champagne, vous arrivez avec des engins pyrotechniques, parfois dans des endroits d'ailleurs où il n'y a pas forcément beaucoup d'aération. Cette pratique sur des épaules. Oui, alors je ne sais pas si ça se passe toujours en France. On pourrait imaginer que cette pratique qui n'apporte pas grand-chose finalement. Alors on m'explique que si, que c'est formidable, les jeunes adorent ça, que c'est un moment festif, voilà, c'est une exactement. Voilà. Alors, on a aussi appris qu'on pouvait les louer, c'est-à-dire que certains font semblant en fait d'acheter des bouteilles, après elles retournent derrière le bar. Ah bon? Oui, c'est Tony Gomez qui a beaucoup d'établissements à Paris qui me l'avait expliqué sur l'antenne. On loue, ça veut dire quoi louer? On fait semblant d'acheter, je sais pas, 4, 5, 10, 15, 20 bouteilles de champagne et comme ça on donne l'impression d'être très fortuné. Puis les bouteilles repartent au bar. Non, la question qui se pose, c'est l'interdiction. On a raison de se coucher tôt parfois. Longtemps, je me suis couché de bonne heure, mais bon, franchement, c'est mieux finalement. Non, il faut interdire ces bougies là, ça n'a plus de sens. Enfin, au moins, minimum. Non, mais c'est oui, bien sûr. Il y a eu une défaillance technique et une défaillance. Il va falloir que des gens se prennent leurs responsabilités, c'est certain.